Comment gérer le succès quand on est le Maroc? Bienvenue dans un nouveau temps additionnel du Club S5. Je suis très heureux, je suis très content d'être avec vous. On va pouvoir faire ce petit temps additionnel sur le Maroc dans cette période de sélection, cette fin de trêve internationale. On en prépare deux là dans cette semaine, un sur le Maroc, on va en faire un aussi sur l'Algérie qui sortira sur la fin de semaine. Comment gérer le succès quand on est le Maroc? Je vous ai invité deux analystes qui connaissent bien le football marocain et qui ont un rapport avec le football marocain, je vais l'expliquer par la suite. Abdelkissi, bonjour. Bonjour Romain, bonjour Walid, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va très bien, très content, c'est ma première dans ce nouveau format. En temps additionnel. Exactement, et du coup, voilà, j'espère que ça va bien se passer. Bon, ton rapport avec le Maroc, c'est que tu es d'origine marocaine. Voilà. Ton rapport avec le Maroc, Walid Acharchour, bonjour. Bonjour Romain, bonjour Abdel. Ça va? Ça va? Ouais. Super. Ton rapport avec le Maroc, c'est que tu as pu discuter avec Walid Regragui pendant je ne sais pas combien de temps, quand il était notamment dans les locaux d'RMC. Oui, quand il est passé à l'after, bon après j'ai d'autres attaches avec le Maroc, bien évidemment. J'aime le football prôné, j'aime ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde notamment. Mais oui, c'est vrai que j'ai eu la chance de discuter avec Walid Regragui et d'avoir quelques petits infos sur ce qui s'est passé notamment à la Coupe du Monde. Donc ça va être sympathique, on va avoir de l'expertise. Le but c'est de parler du Maroc, de parler de cette gestion d'après Coupe du Monde et de cette demi-finale quand même en Coupe du Monde. Le Maroc qui joue ce soir face au Pérou et on va pouvoir en parler, savoir quels doivent être les objectifs du Maroc. Est-ce que ça doit être un objectif juste pour la CAN qui va arriver l'année prochaine? Ou alors peut-être le début d'une grande hégémonie, d'une grande domination des Lions de l'Atlas. Alors, on va commencer déjà par un bilan, parce qu'on ne va pas faire le bilan du Maroc à la Coupe du Monde, ça a été fait déjà dans les émissions du Club des 5 et on vous invite les socios à regarder les débriefs qu'on a fait. Mais on va commencer par parler de tout l'impact qu'a eu le Maroc sur la campagne du Maroc sur le continent africain. Walid, c'était quelque chose d'historique, première demi-finale pour un pays africain dans cette Coupe du Monde, et plus que le résultat, il y a une manière aussi qui a véritablement impressionné. Oui, il y a un engouement, il y a une fraîcheur, il y a une humilité, il y a un travail, un processus qui est bien évidemment doit donner l'exemple au continent africain. Et aujourd'hui, ce qu'a produit le Maroc sur la Coupe du Monde et aussi sur ce match contre le Brésil, parce que tant dans la ferveur de cette fête nationale, de cette fête même continentale, parce qu'on a eu une belle fête africaine contre, entre guillemets, le Brésil qui est l'une des plus grosses sélections, voilà, une vraie référence. Même déjà si le Brésil qui se déplace sur le continent africain, c'est pas fréquent. Hein. Exactement, donc tout l'emballage qu'a produit le Maroc sur les dernières semaines et les derniers mois, c'est assez extraordinaire. On en vient même à banaliser une victoire contre le Brésil, notamment en disant voilà, c'est une équipe B, remaniée, etc. On se rend pas compte de ce que réalise le Maroc et de ce qu'a réalisé Walid Regragui sur les derniers mois avec son équipe. Donc c'est vrai que la question du succès elle est légitime ce soir, parce que tu as un Maroc qui a mis la barre très haute, et on doit se demander comment ils vont gérer ce succès et surtout ce qui va se passer sur les prochains mois et les prochaines années. Parce que c'est vrai, Abdel, que c'est un parcours très spécial, mine de rien. Walid Regragui qui arrive que quelques semaines avant la Coupe du Monde, c'est pas quelque chose qui était attendu. Alors, les plus fervents supporters de l'équipe nationale du Maroc diront que le potentiel a toujours été là et que le Maroc, dans un contexte en plus au Qatar avec énormément de citoyens marocains qui pouvaient se déplacer, pouvait être dans des conditions optimales pour performer. Mais ça n'empêche qu'on n'avait pas vu venir le Maroc dans cette demi-finale de Coupe du Monde. Est-ce que toi, tu as été impressionné déjà par la manière dont Regragui a réussi à amener cette équipe là où elle a été sur la Coupe du Monde et même sur l'après, puisque ça s'est confirmé avec ce match amical face au Brésil? Bien sûr, mais moi, si je dois être honnête, c'est vrai qu'au départ, j'étais un petit peu sceptique, parce que le contexte faisait en sorte que Regragui n'avait que très peu de temps pour travailler, et donc Regragui l'a dit lui-même, il a dû aller entre guillemets à l'essentiel, même si ça veut tout et rien dire dans le jeu. L'essentiel, ça peut être pour certains de développer essentiellement l'aspect défensif, pour d'autres, ça peut être autre chose. Et donc, à partir de là, et surtout parce qu'il y avait une poule quand même assez relevée, et ça, on ne le cite pas beaucoup, à partir de là, je dois être honnête, je n'avais pas grand espoir en une qualification du Maroc. Déjà, une qualification pour les huitièmes de finale, on se rappelle, Belgique, Croatie, Canada dans la poule du Maroc. C'est ça, parce que moi, je partais du principe que avec Vaïd, on avait perdu du temps, et que donc le temps de retrouver une équipe compétitive, le temps de reconstruire des bases,
Et justement, ce temps-là, je pensais qu'il allait manquer. Et ce temps, attention, il a manqué. Mais là où j'ai été surpris, c'est qu'au fur et à mesure de la compétition, on a senti une équipe du Maroc qui s'est libérée. Et surtout, on a senti que l'objectif a évolué avec le temps. Et c'est ce qui m'a impressionné, moi. Parce qu'au départ, l'objectif premier de Regragui en arrivant, je pense que c'était de sortir de poule, mais surtout de montrer une belle image du Maroc. Et surtout qu'en dépit du contexte qu'a connu Regragui, le Maroc allait produire quelque chose de très intéressant, que ce soit niveau contenu ou que ce soit niveau résultat pour challenger les grosses équipes de cette poule qu'ont été la Belgique et la Croatie. Et là, on peut tirer un grand coup de chapeau au sélectionneur Regragui. C'est que, voilà, au fur et à mesure, on a senti une vraie émulation dans le groupe. On a senti quelque chose qui se passait. Et il a eu un discours d'ailleurs en conférence de presse quand il dit, en arabe, quand il dit Delonia, c'est-à-dire faites confiance en mon groupe, faites confiance en mon travail. Et ça, c'est un discours qui a été vraiment le fil conducteur de cette sélection tout au long de la compétition. Et voilà, au fur et à mesure, on a senti une équipe qui s'est libérée, malgré des absences entre-temps. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que le Maroc bat le Portugal avec Jawad El-Yami qui est titularisé à la place de Naïef Aguerd, Saïs qui était déjà diminué. Il termine le match à 10. Voilà, il termine le match à 10 contre l'Espagne. Saïs est encore diminué. Avec pas mal de joueurs remplaçants qui ne devaient pas à la base terminer la rencontre. Mais là où c'est intéressant ce que dit Abdel à juste titre, c'est que cette notion de on n'est jamais arrivé, cette notion de on va encore manger, l'appétit vient en mangeant. On a vraiment eu ce sentiment quand Walid Regragui a pris la parole à plusieurs reprises pendant cette Coupe du Monde et même post-Coupe du Monde. Quand on voit qu'à Téléfoot, avant le match du Brésil, il a dit ça doit être une fête, on doit proposer un spectacle, on va lâcher les chevaux. Voilà, il y a vraiment une manière décomplexée de prendre les matchs et prendre les résultats. Et il l'a dit à l'after et même avec moi en off, voilà, il a cette volonté d'aller gagner la CAN. Il a tout de suite dit après le match contre le Brésil, bien évidemment qu'on est favori, il fait pas semblant. Il a cette communication qu'il choisit volontairement pour essayer de désinhiber les joueurs. Et puis il te le dit, voilà, après si ça se passe mal, et on analysera pourquoi ça se passe mal et pourquoi ça s'est mal passé. Mais en tout cas, il aura forgé un mental chez ses joueurs et même chez ses supporters et chez les observateurs qu'avec le Maroc aujourd'hui, tout est possible. Qu'on a une équipe qui peut regarder tout le monde dans les yeux et qu'on a cette capacité à pouvoir éliminer n'importe quelle équipe, que ce soit sur le continent africain ou même en Coupe du Monde. Et ça, c'est quelque chose qui n'arrivait pas avant du côté du Maroc, et c'est la vraie force de Walid Regragui. Moi, j'avais eu l'occasion d'en parler aussi en off sur cette fameuse conférence de presse où même lui a avoué qu'il était un peu en surchauffe, quoi, et qu'il avait alimenté... il avait balancé punchline sur punchline. C'était juste avant le quart, je crois. Juste avant l'équipe de France, il me semble. Ah bon, ouais, c'est avant la demi. Juste avant la demi, où il disait, voilà, moi je vous ai donné un petit peu de pain à manger pour les journalistes. Il pensait pas tout ce qu'il disait, mais il avait ce besoin de montrer que voilà, les équipes africaines ne sont pas là pour mettre 2-3 petits ponts et amuser la galerie, qu'il fallait une compétitivité, qu'il fallait jouer comme les équipes européennes. Et ça va être aussi très important pour la suite. Parce que faire le bilan du Maroc, comme tu l'as dit tout à l'heure, on l'a fait à maintes et maintes reprises. Maintenant, c'est ce qui va se passer sur les prochaines semaines, sur les prochains mois et sur les prochaines années. Et là, il va avoir des perspectives très intéressantes pour le Maroc. Alors, on est en train de parler de la communication de Walid Regragui. On peut déjà montrer, si vous voulez, la déclaration, on en parlait tout à l'heure, Walid, qu'il a eu après le match face au Brésil. Le Brésil, même s'il leur manque des joueurs, c'est une grande équipe et ils sont premiers du classement FIFA. Nous aussi, on avait des blessés. C'est une belle victoire et une belle fête. La prochaine CAN, bien sûr qu'on est favori, comme beaucoup d'équipes, mais on connaît l'Afrique, c'est très difficile, on va se préparer. Alors, on va se poser la question ensuite, par la suite de la CAN, et de savoir comment gérer ce succès-là. Sur cette déclaration-là, par exemple, Romain, c'est complètement assumé, quoi. Oui, ça arrive pas si souvent d'être. Après, il y a rarement de langue de bois avec. Bien évidemment. Et moi, j'aime cette fraîcheur-là parce que, et il l'a dit, s'il n'y a pas de demi-finale, il va démissionner. Il explique là qu'il est favori. S'il avait fait de la langue de bois, beaucoup auraient dit non mais attends, il vient de faire demi-finale de Coupe du Monde, il vient de battre le Brésil, première nation FIFA, il va arriver à la Coupe d'Afrique des Nations en se disant non, on est outsider, on va voir ce qu'on va faire. Non,
il assume ses dires, il est sur la même cohérence. Et ce sera aussi ça le passage de Walid Regragui, que ça se termine très rapidement ou que ça continue. On a une confiance. Il y en a qui peut-être lui reprocheront plus tard. Moi, je préfère ce type de discours. Alors, il y a le discours là dont on a parlé. Il y a les résultats dont on a parlé qui sont satisfaisants aussi, mais il y a aussi la manière. Mine de rien, l'équipe du Maroc est arrivée à cette Coupe du Monde avec une véritable identité et de véritables forces. Alors, des forces certes défensives, mais aussi de projection assez rapide dans la surface adverse. Est-ce que là-dessus, tu as été aussi peut-être... pas surpris, mais en tout cas positivement surpris par rapport à ce que Regragui a pu proposer? Oui, parce que, comme je l'avais dit, en très peu de temps, c'était compliqué d'amener quelque chose de véritablement efficace au niveau du jeu. Après, moi, c'est vrai que j'étais un petit peu sur ma faim après le match contre le Canada notamment. Et là où moi, il m'a encore surpris, c'est que quand on voit contre l'Espagne, parce que voilà, beaucoup vont citer ce match en référence, mais encore une fois, l'Espagne, c'est l'équipe contre laquelle personne ne peut jouer la possession. Et donc, par rapport à ça, par rapport à ce qu'a montré le Maroc, quand ils avaient le ballon, ils les ont vraiment plus que challengés, je trouve. Contre le Portugal, c'est encore un cran au-dessus. Le but que met Enesiri, il part d'une sortie de balle, je crois que c'est au bout de 14 passes, depuis le gardien qui amène ce but-là. Contre l'Espagne, contre la France, pardon, on s'attendait à ce que le Maroc ne puisse pas trop gérer le fait de faire le jeu, parce que c'est ce qui était attendu et c'est ce qui s'est passé. Non seulement la France laisse l'initiative du jeu, mais quand la France marque, c'est un constat qui est encore plus flagrant. Et donc à partir de là, c'est vrai qu'on a vu de plus en plus de visages, on va dire, différents tout au long de cette compétition. Au début, on a vu une équipe bien en place, entre guillemets, et qui a essayé d'exploiter les failles adverses. Ensuite, on a vu une équipe bien en place, mais qui a joué son va-tout sur les sorties de balles et qui a vraiment, et ça c'est important de le dire, qui a joué court à chaque fois, qui a rarement allongé. Balancé devant, ouais. Et pour finir, on a vu une équipe qui a fait le jeu et qui a vraiment très très bien fait le jeu, qui a atteint la surface de réparation française, il me semble, plus de 24 fois. Et surtout, le match contre le Brésil. Le match contre le Brésil, non seulement il y a une victoire, mais la victoire, elle est amplement méritée, que ce soit en termes d'occasion, que ce soit en termes de rapport de force, que ce soit en termes de possession, en termes de situation créée, en termes de contrôle du match. De maîtrise. De maîtrise, exactement. Et ça, c'est tout à l'honneur de Regragui. Là où il faut insister, Abdel, c'est surtout que aujourd'hui, il a construit une équipe qui est caméléon. Une équipe qui sait défendre, une équipe qui sait attaquer. Et pourtant, avec un 11 qui est globalement à chaque fois le même. C'est-à-dire qu'il arrive à jouer différemment avec le même 11. On peut voir la composition qu'il y avait face au Brésil. La seule incertitude qu'il y a dans ce 11, c'est peut-être sur le poste de relayeur gauche avec El Khanous qui était parce qu'Amala était indisponible face au Brésil. Mais sinon, on a 10 joueurs qui sont relativement titulaires, quasi indiscutables. Mais même avec ces 10 joueurs-là, il sait jouer autrement. C'est parfois laisser la possession, parfois parce qu'il a cette capacité où, moi, il me le disait quand je lui posais la question sur le fait que, attention, Walid, quand tu vas jouer contre des équipes avec un bloc bas, notamment sur le débat, un petit peu possession, pas possession, exactement. Lui, il n'avait pas de doute là-dessus parce qu'il expliquait que pour lui, dans le football, le plus facile, c'était d'abord d'avoir une solidité défensive, même si bien évidemment, il y a du travail à faire, mais que derrière, il allait avoir un peu plus de temps. Notamment pour faire bosser cette équipe avec le ballon, et que pour lui il avait les joueurs pour, qu'il avait des joueurs qui étaient capables sans ballon de défendre, mais qui avec ballon de faire des différences. Il a notamment cité Ounahi qui a cette palette-là, Hakim Ziyech qui a montré qu'il pouvait défendre et qui pouvait aussi avec le ballon faire des différences. Sofiane Bouffal dans la percussion, qu'il avait des latéraux qui pouvaient aussi défendre dans le 1 contre 1, mais apporter dans la première relance et même de dédoubler sur les milieux excentrés. Il a un gardien qui a un bon jeu au pied. Bien évidemment. Amrabat qui sait tenir sous pression. Il me parlait souvent de la première relance d'Aguerd notamment, et qui pouvait, avec les milieux relayeurs, changer. C'est-à-dire que lui, notamment sur Amala, où il y a eu pas mal de débats là-dessus, lui, il me disait que Amala était très très important dans son équilibre et dans son effectif, parce que c'était je ne vais pas dire l'un des seuls, mais en tout cas, il faisait partie de ceux qui comprenaient le mieux ce qu'il voulait tactiquement. Et qu'il était très important dans cette Coupe du Monde. C'est-à-dire que ça se voyait peut-être pas sur nous d'un point de vue technique sur le terrain, parce que les prestations d'Amala, techniquement, c'est peut-être pas celui qui a été le plus impressionnant dans cette équipe-là, mais qui, au moins tactiquement, comprenait exactement ce que Regragui voulait mettre en place. Et son staff, mais que ça aussi, ça pouvait être une marge de progression, parce qu'il m'avait concédé que si Amin Harit n'avait pas été blessé, il aurait pu jouer titulaire à ce poste de milieu relayeur. Moi, c'était une surprise. Je pensais plutôt que Amin Harit allait jouer un peu plus haut, mais que lui voulait cette verticalité
qualité et qui pensait qu'Amine pouvait faire le travail défensif et qu'avec ballon, il aurait pu être comme Ounahi, une vraie rampe de lancement. Donc il va falloir voir quand Amine Harid va revenir. Ouais. El Khanous, il m'en dit le plus grand bien. Moi, il me dit que voilà, c'est un joueur exceptionnel et qui a des grosses qualités et qu'en plus, dans l'attitude, il lui a montré des grosses qualités. Donc à ce poste-là, dans cette faculté à pouvoir le modifier par rapport à l'adversaire, il a quand même pas mal de solutions. Et en plus de ça, on a quand même une équipe. Quand tu as dit, il n'y a pas énormément de changements. C'est qu'aujourd'hui, pour entrer dans ce 11 du Maroc, il va falloir être costaud, les gars. C'est-à-dire que si vous voulez bouger Boufal qui est au Qatar, Boufal, il vient de faire une performance contre le Brésil, va falloir montrer mieux. La même chose au milieu de terrain. Donc les titulaires ont tellement mis un cap de rigueur, d'exigence, de régularité, que pour s'y incorporer, il va falloir être au niveau. Et on l'a vu avec El Khanous. Si tu veux venir, si tu veux continuer, il va falloir faire des performances de grande qualité. Et c'est ça aussi, c'est que quand t'as mis ce cap-là, c'est que t'es quand même sur la bonne route. Parce que là, si on revoit encore la composition face au Brésil, même sur le banc, on retrouve des joueurs qui sont plutôt en forme en club. Je pense à Bourlal qui en club marche plutôt bien avec Toulouse. Sabiri qui marche bien, qui a montré aussi qu'il pouvait amener quelque chose. C'est-à-dire qu'on a l'impression que... C'est un peu plus compliqué avec la Sampdoria, mais avec le Maroc, ça marche plutôt bien. Il a montré que il avait son 11 qui bougeait peut-être pas ou peu, mais que même dans le rôle qui doivent être donnés aux remplaçants, il a réussi à les concerner pour qu'ils puissent apporter. Bien sûr, mis à part Amdallah, qui n'a pas été très efficace dans ses rentrées en jeu, la plupart des remplaçants se sont mis tout de suite au diapason. Et là où c'est très intéressant... Parler d'Eliamik notamment. Exactement, Eliamik, je peux même citer Badar Banoun qui a fait des rentrées, Achiatala qui est encore une fois contre le Brésil. Pour moi la grosse surprise de l'ère Regragui pour l'instant, parce qu'aujourd'hui il y a même des débats au sein de la communauté marocaine qui se pose la question. De savoir s'il ne va pas remplacer Mazraoui. Exactement, de savoir s'il n'y a pas une place de titulaire à lui offrir. Et puis, par rapport à ce que disait Walid, là où c'est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, avec les équipes africaines, voilà, on a beaucoup ce discours surtout avec les binationaux, mais lui, il manque d'implication parce que ça reste une sélection africaine et parce que avec toutes les contraintes qu'on connaît dans certains de ces pays-là, il va pas vraiment y mettre du sien. Alors que là, avec le Maroc, c'est tout l'inverse. Aujourd'hui, pour intégrer le 11 de départ, non seulement il faut montrer qu'on a le niveau pour concurrencer les joueurs, mais en plus, il faut montrer qu'on a le niveau pour apporter quelque chose de supérieur à ce que font déjà les joueurs en place. Et ça, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, d'inédit, même avec la sélection marocaine. Quand on se fait un peu l'historique, après, voilà, j'ai pas la prétention d'avoir connu le Maroc depuis X années, mais on se souvient dans les années 2000, dans les années 2010, la génération Chama, Karja, Hadji, voilà, c'était quand même, je dis pas que c'était une génération aussi qualitative qu'aujourd'hui, mais il y avait déjà un potentiel à cette époque-là. Moi, je me souviens des matchs amicaux, déjà, le Maroc en faisait contre l'Argentine, le Maroc en faisait contre la France, et c'était toujours des matchs où le Maroc accrochait l'adversaire, des matchs de gala où le Maroc montrait ponctuellement, certes, mais montrait que le Maroc avait le niveau, je vais pas dire des plus grandes nations, mais qui pouvait les challenger, exactement. Mais c'est sur la durée que c'était un peu plus... Voilà, c'est sur la durée où c'est un peu ric-rac. Et juste pour terminer, là où c'est très intéressant, ce que dit en tout cas la communication de Regragui en conférence de presse, c'est que quand il dit si je ne fais pas demi-finale, je partirai de moi-même, qu'est-ce que ça veut dire? Ça sous-entend que le prochain qui va se coltiner la sélection, derrière, il faut qu'il fasse aussi bien, voire mieux que Regragui. Parce que quelque part, moi, je ne peux pas arriver prendre la sélection derrière Regragui et ne pas faire au minimum comme fait Regragui. Parce que si Regragui ne fait pas demi-finale, on ne peut pas amener un autre sélectionneur qui ne fera pas demi-finale en Coupe d'Afrique et qui va rester en poste. Tu vois ce que je veux dire? Et donc ça, c'est très important. Ça amène de l'exigence. C'est une exigence qui manquait chez les pays africains et qui manquait au Maroc. Et ça, c'est grâce au discours de Regragui. Alors, justement, on va se poser la question de savoir comment maintenant gérer ce succès, parce que ce succès est international, le succès est via la Coupe du Monde. Mais pour l'instant, d'un point de vue continental, ça ne s'est pas encore matérialisé, c'est le bon mot, tu as raison, parce qu'il n'y a pas encore eu de Coupe d'Afrique des Nations. La prochaine, elle est en janvier prochain, ce sera en Côte d'Ivoire. Je vous montre la déclaration de Romain Saïs qui va dans le sens de ce qu'a dit Regragui sur le fait d'être favori. On peut plus se cacher, il faut accepter ses responsabilités, ce statut de favori. Je pense que le Maroc mérite d'en remporter un trophée. Le coach a inculqué cette culture de la gagne depuis
depuis qu'il est arrivé. On voit bien que tout le monde est réceptif. Il faut continuer avec cette mentalité et cet état d'esprit pour décrocher ce trophée en Côte d'Ivoire. Ça y est, ça ne se cache plus. En fait, quand on voit la dynamique récente et quand on voit les ambitions et la manière dont le Maroc a réussi à gérer la pression, notamment sur la Coupe du Monde et sur la deuxième partie du tournoi au Qatar, qu'est-ce qui peut empêcher en fait le Maroc de pouvoir continuer ces succès-là? Non, il y a plein de choses qui peuvent empêcher bien évidemment le Maroc de poursuivre dans cette voie-là. Maintenant, les signaux sont verts. Aujourd'hui, la réalité, elle est là, c'est que l'expérience, la confiance, la qualité des joueurs, parce qu'il ne faut pas l'oublier, tous ces joueurs-là ont joué dans les plus gros championnats ou jouent dans les plus gros championnats européens. Le fait qu'il y a une vraie symbiose entre ce qui se passe à la fédération, ce qui se passe avec Walid Regragui et les joueurs, le travail de fond aussi avec les jeunes et avec la nouvelle génération. Maintenant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand Romain Saïs ou Walid Regragui parlent notamment de la victoire, de ce statut de favori pour la Coupe d'Afrique des Nations, c'est comment on va juger le Maroc sur les prochaines semaines. Parce que l'appétit vient en mangeant, que l'exigence qu'on va avoir avec le Maroc va se décupler, que toutes les autres sélections voient ce que le Maroc est en train de réaliser, et on ne pourra pas, entre guillemets, relativiser une élimination. En tout cas, il faudra raconter une histoire en cas d'élimination positive. Il peut y avoir élimination parce que tout est possible dans le football, mais la manière sera importante. La manière sera bien évidemment importante, et il faudra bien évidemment répondre à tout ça. Maintenant, moi j'ai envie de dire, parce qu'on est là en train de discuter, est-ce qu'aujourd'hui le Maroc, si ça fait finale ou si ça fait demi-finale et qu'il tombe sur une meilleure équipe sur le jour J ou au tir au but, on ne sait pas ce qui peut se passer avec des blessés, etc. Est-ce qu'il faudra annuler tout ce que le Maroc a réalisé? Non. Non, pas du tout. Maintenant, pour aller chercher, pour rentrer définitivement, parce que pour beaucoup déjà, ce qu'a fait le Maroc en Coupe du Monde, c'est énorme. Mais pour beaucoup d'observateurs africains, la CAN reste la CAN. C'est-à-dire qu'il y a quand même, bien évidemment, tout le monde, quand on parle aujourd'hui du Maroc en tant que favori, il y a encore des débats. Oh, attention, ce qui s'est passé en Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde. C'est un peu comme ce qu'on avait dit aussi avec l'Algérie à l'époque, en huitième de finale, quand derrière ils se sont alignés à la Coupe d'Afrique des Nations en 2015. Non, attention les gars, c'est pas parce qu'ils ont fait une belle Coupe du Monde qu'ils vont arriver et qu'ils vont gagner. Ça sur... Voilà, c'est différent. Tu joues sur des terrains différents, dans un environnement différent, contre des équipes différentes, avec un statut différent. Ça, c'est très très important de le dire. Donc, même s'ils ont fait quelque chose de très grand, bien évidemment que dans la tête de Walid Regragui, de Romain Saïs, de tous les leaders, sont pas arrivés. Ils sont pas encore arrivés. Ils ont encore la dalle parce qu'ils savent très très bien que pour être, entre guillemets, dans le Gotha des équipes africaines, il faut gagner en Afrique. Et ça va être hyper important, et ils vont arriver dans une compétition où tout le monde a les dents qui raillent le parquet, où tout le monde est revanchard. On a parlé de l'Algérie, on peut parler de la Côte d'Ivoire qui va recevoir et qui enchaîne les déceptions sur déceptions sur les dernières années, notamment le Cameroun, le Ghana qui est moins bien, l'Égypte qui est souvent dur à bouger, le Nigeria avec ses individualités, le Sénégal champion en titre, qui aujourd'hui n'ont pas la lumière que le Maroc a. Donc ça aussi c'est hyper important. Et puis la compétition ne se joue pas dans 2 semaines, la compétition c'est dans 1 an. On ne sait pas ce qui va se passer dans 1 an. Exactement. Les méformes, c'est la compétition du jour J. Donc bien évidemment qu'il y a des choses qui peuvent empêcher le Maroc de gagner la compétition, et il va falloir que le staff, que les joueurs soient dans l'anticipation et prévoyants, parce que ce qui s'est passé en Coupe du Monde, quand tu rentres en Coupe d'Afrique des Nations, ça s'annule. Ça s'annule. Voilà, tu es sur le terrain, tu mets un short, c'est terminé. Il va falloir montrer là maintenant. Mais je trouve que moi, le Maroc a quand même montré des signaux positifs même dans ça, parce qu'on se rappelle qu'avant la Coupe du Monde 2018, cette équipe-là, même s'il y a eu des changements, c'est pas totalement la même équipe, mais il reste encore des joueurs. C'est imposé à Abidjan dans des conditions très très compliquées, en gagnant 2-0 avec le but de Benassia notamment. Oui, il y en a beaucoup qui diront, attention Walid, le statut de favori, parce que c'est une réalité, quand le Maroc l'a eu, souvent, ils ont fait un peu défaut. L'avant-dernière CAN, quand l'Algérie gagne la compétition notamment, refaites-vous les émissions qu'on faisait avant la compétition. La phase de poule, elle est quand même costaud. Oui, mais on mettait le Maroc et le Sénégal favoris. Et ils se sont écroulés. Donc, il va falloir cette gestion mentale. Mais moi, je trouve quand même qu'aujourd'hui, tactiquement,
techniquement, en termes d'intelligence, en termes de vivier, le Maroc est sur la bonne voie et je pense qu'ils vont répondre positivement. Si je reprends les deux dernières CAN pour le Maroc, on a donc l'élimination face au Bénin qui est plutôt une surprise, parce qu'on la voyait pas venir. Bien sûr. Et par rapport au match, c'est une anomalie. Et si je schématise l'élimination face à l'Égypte il y a l'année dernière, c'était l'année dernière, tout à fait. C'est plus à l'XP qui se sont fait avoir par les Égyptiens après le premier but. qui savaient véritablement comment gérer ce genre de match-là. Est-ce que tu vois cette équipe-là, ce groupe-là, pouvoir se sortir de ces deux types de situations qui ont été des situations complètement différentes et pouvoir pallier à peu près toutes les éventualités que peuvent offrir les équipes africaines? Moi, je pense que oui, parce qu'on a comparé aux expériences passées, on a quand même un coach qui connaît bien l'Afrique. Je sais que ça fait un peu poncif parfois, mais on a un coach quand même qui a sillonné l'Afrique à travers plusieurs compétitions continentales, surtout la plus récente. De clubs notamment. De clubs, exactement. Avec le Wydad Dolphus. Exactement, et la plus récente avec le Wydad où il gagne quand même. Donc, avec des champions africaines. Après, il ne faut pas calquer les modèles clubs avec le modèle équipe nationale. Ce sont des compétitions différentes, bien évidemment. Mais je trouve que le plus à même d'amener ce processus-là mental, de se mettre dans les conditions d'une Coupe d'Afrique, et même si on sait que c'est pas facile et que c'est pas toujours une question de niveau, parce que très rapidement, si on fait un petit peu l'historique, moi je me souviens avant la CAN 2008, le Maroc joue au Stade de France, fait 2-2 contre la France, et juste après le Maroc impressionne les observateurs. On se dit bon, cette CAN au Ghana, le Maroc va la gagner. Ils avaient une super génération, encore une fois. 2012, juste après le match contre l'Algérie, et avec Eric Guéretz, pareil, il y a une très très belle génération, et le Maroc s'écroule en 2012. 2019, c'est pareil. Mais c'est pas pour ça qu'il faut non plus délégitimer le fait de dire que le statut de favori est normal. En 2008, 2012, 2019, le statut de favori était légitime. Aujourd'hui, encore plus. Mais pas autant que cette année. Pas autant que cette année. C'est-à-dire qu'à l'époque, le Maroc faisait partie d'un pool d'équipes qui pouvaient potentiellement être au-dessus, alors que là, on a l'impression qu'il y a le Maroc et puis après, il y a le Sénégal. Attention au Sénégal. Pour moi, je les mets avec le Sénégal, mais avant, c'est-à-dire 2019, quand il y a Renard, on parle de Renard parce qu'il a sa science, notamment sur le continent. Ça joue bien, il y a de la qualité, etc. Mais c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vraiment l'impression que c'est une équipe qui est imbougeable, c'est une équipe qui a la qualité technique, c'est une équipe qui a des joueurs très très rugueux. Quand tu vois l'assise défensive entre le match qu'il a fait, que fait Aguerd encore contre le Brésil, la même chose pour un Romain Saïs qui est un leader hors pair, et tu as besoin d'avoir un vrai leadership. Sofiane Amrabat qui peut aller mais dans n'importe quel terrain du monde aujourd'hui et ne pas être dépaysé physiquement dans l'intensité. La même chose au milieu de terrain. Tu as des joueurs locaux, tu as des joueurs qui, entre guillemets, se sont révélés sur le continent marocain. Un Nesri, en tout cas qui ont été formés. À la base, un Aguerd, un Bono, un Ounahi, qui ont ce bagage-là, qui ont cette histoire. Et tu as vraiment l'impression que tu as un mélange, un espèce de cocktail où le Maroc, tant sur le banc des remplaçants avec le coach que sur le terrain, il n'y a pas grand chose aujourd'hui. Il n'y a pas de solution. Non, mais il n'y a pas grand chose aujourd'hui qui pourrait les perturber. À part cas de force majeure. Les perturber. Je pense qu'on est d'accord sur ça. Maintenant, c'est plus moi ce qui va jusqu'à la Coupe du Monde, enfin jusqu'à la CAN, on va voir ce qui va se passer. Moi, ce serait plus post-CAN en fait, parce que si ça se passe mal entre guillemets à la CAN, Regragui va partir. C'est ce qu'il dit en tout cas. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Faut savoir que Walid Regragui, je pense pas qu'il va faire 10 ans au Maroc. C'est un entraîneur avant d'être un sélectionneur. Bien sûr. C'est un joueur. Il a répondu à l'appel de la patrie, entre guillemets. Voilà, lapsus révélateur, mais moi, ça faisait 3 semaines que la Coupe du Monde était terminée. Il avait des fourmis dans les jambes. Lui, il avait envie de repartir. Il veut tous les matins travailler. Il veut bosser. Il a plus cet âme d'entraîneur que de sélectionneur. Donc, le poste Regragui, ça va aussi. On va savoir ce qui va se passer, tant dans la victoire que peut-être dans la défaite. Exactement. Comment on va gérer l'Eshka, la succession. Donc voilà, dans l'hégémonie et dans le succès marocain, il ne faudra pas juste voir ce qui va se passer dans un an. Justement, ça va être aussi sur la. Il y a une possibilité. Alors c'est très tôt, c'est très très tôt. Mais on peut se projeter un petit peu. Mais il y a les bases pour avoir une domination sur 4, 5, 6 ans du Maroc sur le continent. Justement, là où moi je fais un pas de côté, c'est que déjà, comme je l'avais dit, le discours de Walid Regragui, pour moi, s'il applique ce qu'il dit, moi je lui fais confiance, je pense que oui,
inconsciemment, il va mettre la pression à son successeur. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu ne peux pas arriver derrière Walid Regragui. Si Walid Regragui te dit l'objectif, c'est demi-finale, si je ne fais pas demi-finale, je pars, et le sélectionneur en place après ne peut pas arriver et rester et ne pas, comment dirais-je, avoir le même type de résultat. Voilà, exactement. Et donc, déjà, il y a ce premier point. Le second point, c'est qu'il y a un travail avec Fawzi Lekja au niveau de la fédération qui est pour moi inédit. Parce que voilà, il faut savoir que le potentiel, les binationaux, le Maroc aujourd'hui a une diaspora qui est présente en France, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique. Et ces binationaux, c'est énorme. Exactement. Cette ressource-là, le Maroc l'a toujours eue. Le problème, c'est comment tu l'exploites. Comment tu l'exploites exactement? Comment tu gères la fédération d'un point de vue global? Comment tu gères la formation? Et il y a eu pas mal de changements depuis que Lekja est arrivé, ne serait-ce qu'au niveau du scouting. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de binationaux qui signent de plus en plus tôt. Le cas le plus flagrant, c'est El Khannous, qui a été, il faut savoir, appelé par Roberto Martinez juste avant la Coupe du Monde et qui s'est décidé... avec la Belgique. Hein. Voilà, avec la Belgique, exactement, et qui s'est décidé juste avant la Coupe du Monde. Voilà, il m'expliquait sur El Khannous, parce que c'est très intéressant, sur aussi au-delà de Walid Regragui, même la fédération, les signaux que tu envoies à ces joueurs-là. Il y avait 2-3 rumeurs sur El Khannous voilà, il allait aller avec la Belgique, même l'entourage, les parents un petit peu. Et Walid Regragui avait tensé en conférence de presse en disant nous, si tu veux aller, si tu veux jouer avec la Belgique, etc., tu fais ce que tu veux. Nous, le Maroc, c'est le Maroc. Faut avoir cette volonté-là. Et l'entourage un petit peu du joueur, en tout cas ce qui se passait autour, oh non, mais nous, avait été un peu brusqué à ce moment-là en disant non. Il s'y attendait pas. Voilà, il s'y attendait pas à cette communication. Et il l'a pris chez les U23. Comme ce qu'il est en train de faire avec Richardson, notamment du Havre, etc. Je crois qu'il avait fait un match au Mozambique ou je sais plus où, pour voir comment allait réagir El Khannous. Et il a très très bien réagi dans l'attitude. Et la liste est arrivée, il l'a mis dans la liste. Donc ça aussi, ce travail-là en amont est hyper important. Et parce que la publicité de l'équipe du Maroc, que ce soit sur le terrain et en dehors, a généré aujourd'hui chez les binationaux marocains énormément de sentiments. Mais je pense même que ça a une incidence sur d'autres pays africains, notamment l'Algérie. Bien évidemment, tu as envie d'en faire partie. Quand tu vois tout ce qui se passe, etc., les mecs qui sont sur leur téléphone, les mecs qui voient, comme nous, la transmission. Maintenant, il faut faire ça dans les règles. C'est pas aujourd'hui, on arrive, c'est le Club Med, bon, tout le monde veut jouer, tu vas remplacer un tel, tu vas faire ci, ça. Et ce fameux processus de la fédération, il va falloir bien évidemment le continuer avec ou sans Walid Regragui. C'est ça que je... Et voilà, mais après, il va falloir aussi un coach qui match autant avec les joueurs, comme Regragui l'a fait, parce qu'aujourd'hui, Regragui a fait un énorme travail dans le relationnel. Hein. On l'a bien vu, on voit comment il est. C'est un grand frère. Non, mais voilà, c'est un grand frère. On voit tous ses interviews à l'époque, etc. Il est fait du même bord. Il est fait du même bord que ces mecs-là, avec le bon discours. Il a vécu ce qu'ils ont vécu. Exactement. Et ça, c'est pas évident à retrouver. Donc c'est pour ça qu'il va falloir capitaliser sur le passage de Regragui sur la prochaine année, mais aussi penser peut-être à l'après. Et ça va être aussi au travail de la fédération, mais on n'en doute pas, ils font plutôt du bon travail sur les dernières années. Et on verra comment le Maroc gérera ça. Ça a été très intéressant comme discussion sur le Maroc. N'hésitez pas, les socios, à nous mettre des petits pouces bleus si vous avez bien aimé, si vous êtes supporter du Maroc ou pas, hein, bien évidemment. Si vous n'êtes pas supporter du Maroc, on est là aussi pour faire découvrir, mais que vous avez découvert, que vous avez trouvé la discussion intéressante, n'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus, n'hésitez pas à répondre aussi en commentaire comment gérer le succès quand on est le Maroc. Dites-nous vos projections pour la prochaine année et les 3-4 prochaines années parce que c'est pas sûr, mais peut-être qu'il y a de fortes chances pour que la CAN 2025 soit organisée au Maroc. C'est possible qu'elle soit et la Coupe du Monde 2030, le Maroc peut se rattacher aussi à l'Espagne et le Portugal, donc ça laisse de très très belles perspectives. Et c'est intéressant parce que on dit souvent le Maroc favori. Là, on essaye de poser la question différemment. Comment gérer le succès? Comment on fait quand on est favori? Voilà. Comment on fait quand on est favori et qu'on n'a pas encore gagné, parce que pour le coup, le Maroc n'a pas encore gagné sur le continent avec cette génération-là. Merci Walid, merci Abdel, merci à Maury Cotin et Maxence Venot qui ont préparé l'émission. Les socios, n'hésitez pas à répondre donc, et puis bien sûr le commentaire le plus pertinent, comme d'habitude sur Twitter traditionnel, il sera épinglé parce qu'on lit tous vos commentaires dans le Club des 5. Ciao. Passez une très très belle journée. Ciao tout le monde. Salut tout le monde.